Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de cette série sur le Deep Learning. Aujourd'hui, nous allons parler du perceptron, le modèle qu'on retrouve à la base des réseaux de neurones. Nous allons voir ses formules mathématiques, la fonction coût log-loss, ainsi que l'algorithme de la descente de gradient. Le perceptron est l'unité de base des réseaux de neurones. Il s'agit d'un modèle de classification binaire capable de séparer linéairement deux classes de points. Prenons un exemple. Imaginez que l'on ait deux types de plantes. Des plantes toxiques, que l'on note y égale 1, et d'autres non toxiques, que l'on note y égale 0. Un jour, on décide de mesurer certains attributs de ces plantes, tels que la longueur et la largeur de leurs feuilles, que l'on note x1 et x2. En représentant les résultats dans un graphique, on observe que les deux classes de plantes sont linéairement séparables. On peut donc développer un modèle capable de prédire à quelle classe appartient une future plante, en se basant sur cette droite qu'on appelle la frontière de décision. Si une plante se trouve à gauche, elle sera considérée comme toxique, appartenant à la classe y égale 1, et sinon, elle sera considérée comme non toxique, appartenant à la classe y égale 0. Pour développer ce modèle, il va donc nous falloir trouver quelle est l'équation de cette droite. Pour ça, on va développer ce qu'on appelle un modèle linéaire en fournissant nos variables x1 et x2 à un neurone et en multipliant au passage chaque entrée du neurone par un poids W. Dans ce neurone, on va également faire passer un coefficient complémentaire qu'on appelle le biais, ce qui nous donne une fonction z de x1, x2 égale w1, x1 plus w2, x2 plus b. De retour sur notre graphique, on peut colorer les régions où cette fonction nous retourne une valeur positive et celles où elle nous retourne une valeur négative. On constate alors que la frontière de décision correspond aux valeurs de x1 et x2 pour lesquelles z est égal à 0. Et voilà, on a donc l'équation de notre frontière de décision. Du coup, pour prédire à quelle classe appartient une future plante, il va falloir régler les paramètres W et B de façon à séparer du mieux possible nos deux classes, après quoi, on pourra dire si une plante est dans la classe 0 ou 1 en regardant simplement le signe de Z. Si Z est négatif, alors la plante sera dans la classe 0, et si Z est positif, elle sera dans la classe 1. Voilà, c'est ainsi que fonctionne le perceptron, le premier neurone de l'histoire du deep learning. Maintenant, pour améliorer ce modèle, une bonne chose à faire, ça serait d'accompagner chaque prédiction d'une probabilité. Plus une plante sera éloignée de la frontière de décision, plus il sera évident, c'est-à-dire probable, qu'elle appartienne bien à sa classe. Pour ça, on pourrait utiliser une fonction d'activation, nous retournant une sortie qui s'approche de 0 ou 1, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la frontière de décision, là où z est égal à 0. Cette fonction qui nous permet de faire ça, c'est la fonction sigmoïde, également appelée fonction logistique, dont l'expression est a de z égale 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins z. Cette fonction permet de convertir la sortie z en une probabilité a de z, celle qu'une plante appartienne à la classe 1. Par exemple, si nous avons une plante dont la valeur z est égale à 1,4, alors cela donne une probabilité a de z égale à 0,8, ce qui signifie que d'après notre modèle, cette plante a 80% de chances d'appartenir à la classe 1. C'est une probabilité relativement élevée, ce qui est logique vu que cette plante se situe à droite
de la frontière de décision, là où nous sommes censés obtenir des plantes toxiques. A l'inverse, si nous avons une plante dont la valeur de Z est égale à moins 2,1, alors cela donne une probabilité A de Z égale à 0,1, ce qui signifie que d'après notre modèle, cette plante a seulement 10% de chance d'appartenir à la classe 1. C'est une probabilité bien plus faible que tout à l'heure, mais encore une fois, ça reste tout à fait logique, vu que cette plante se situe à gauche de la frontière de décision, là où nous ne sommes pas censés obtenir de plantes toxiques, mais uniquement des plantes appartenant à la classe 0. Du coup, on pourra dire à la place que cette plante aura 90% de chance d'être non toxique, soit la probabilité complémentaire à celle que nous avons calculée. Cela nous amène à un des points très importants pour la suite de cette vidéo. Ces probabilités suivent en fait une loi de Bernoulli. C'est-à-dire que la probabilité qu'une plante appartienne à la classe 1 est donnée par A de Z, et la probabilité qu'une plante appartienne à la classe 0 est donnée par 1 moins A de Z. Le tout peut être résumé en une seule formule. Elle peut sembler un petit peu intimidante vue comme ça, je vous l'accorde, mais en fait elle est très simple à comprendre, il suffit de décomposer les deux cas, celui où y est égal à 1 et celui où y est égal à 0, et alors on voit qu'on retombe tout simplement sur les deux expressions de tout à l'heure. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, ce qu'on trouve à l'intérieur d'un neurone, c'est une fonction linéaire, z égale w1x1 plus w2x2 plus b, suivie d'une fonction d'activation, la plus simple étant la fonction sigmoïde, qui nous retourne une probabilité suivant une loi de Bernoulli. Maintenant, notre but, ça va être de régler les paramètres W et B de façon à obtenir le meilleur modèle possible, c'est-à-dire le modèle qui fait les plus petites erreurs entre les sorties A de Z et les vraies données Y. Et pour ça, on va commencer par définir une fonction coût qui va permettre de mesurer ces erreurs. En machine learning, une fonction coût, ou loss function en anglais, c'est une fonction qui permet de quantifier les erreurs effectuées par un modèle. Dans notre cas, c'est donc une fonction qui permet de mesurer les distances que l'on voit ici en rouge entre les sorties A de Z et les données Y dont nous disposons. Pour ça, la fonction coût que l'on va utiliser, c'est la fonction de log-loss. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà, mais ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo, ainsi que toutes les autres vidéos de cette série, c'est de vous expliquer l'origine mathématique de cette fonction. Et vous allez voir, c'est à la fois très simple et très satisfaisant à comprendre. Revenons donc quelques pas en arrière. Une façon d'évaluer la performance de notre modèle, c'est de calculer sa vraisemblance. En statistique, la vraisemblance, ça nous indique la plausibilité de notre modèle vis-à-vis de données que l'on considère comme vraies. Un peu comme quand on dit qu'une histoire est vraisemblable vis-à-vis de faits qui se sont vraiment déroulés. Par exemple, si Sherlock Holmes interroge un suspect qui prétend avoir été à l'opéra le soir du crime, alors qu'en réalité le spectacle d'opéra n'a pas eu lieu, eh bien alors son histoire n'est pas vraisemblable vis-à-vis des faits que l'on connaît. Eh bien ici, c'est la même chose. Nous connaissons certaines plantes comme étant toxiques et d'autres comme étant non toxiques, et on va voir si les prédictions du modèle sont en accord avec ces données. Par exemple, si une plante est toxique et que le modèle nous retourne une probabilité toxique égale à 80%, alors il est lui-même vraisemblable à 80%. Donc, vous l'aurez compris, pour calculer la vraisemblance de notre modèle, on va tout simplement faire le produit de
toutes ces probabilités en utilisant la loi de Bernoulli qu'on a vue tout à l'heure. Cela nous donne la formule suivante. L pour likelihood en anglais, c'est-à-dire vraisemblance, est égal au produit de toutes les données allant de 1 à m de nos probabilités retournées pour ces données. Si le résultat de ce calcul est proche de 100%, ça signifiera que notre modèle est vraisemblable à 100%, puisqu'il est en accord parfait avec les données que l'on considère comme vraies. A l'inverse, si le résultat est proche de 0%, ça signifiera que notre modèle est fortement invraisemblable. Il aura une chance d'exister, mais si c'est le cas, ça signifierait alors que toutes les données dont nous disposons seraient en réalité fausses, ce qui serait pour le coup très improbable. Donc c'est parti, je vous propose de calculer la vraisemblance du modèle que l'on a ici. Alors là pour le coup, notre modèle colle plutôt bien aux données, donc on s'attend à avoir un bon score, une vraisemblance proche de 100%, la plupart des probabilités étant elles-mêmes proches de 100%. Sauf qu'en effectuant notre calcul, on se rend compte que non, on tombe sur un résultat proche de 0. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, c'est le petit problème avec la vraisemblance. Comme on effectue un produit de probabilité, c'est-à-dire un produit de nombres qui sont tous compris entre 0 et 1, cela fait que plus on a de nombres, plus le résultat tend vers 0. Et oui, si vous faites 0,5 fois 0,5, ça vous donne 0,25, un résultat qui devient de plus en plus petit. Alors, dans cette situation, ça ne cause pas vraiment de problème, mais dans la pratique, lorsqu'on voudra calculer la vraisemblance sur des milliers, voire des dizaines de milliers de points, ça risque de nous donner un résultat tellement proche de 0 que la mémoire de notre ordinateur n'arrivera même plus à stocker ce nombre. Et là, ça devient un très gros problème. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est de trouver une astuce pour calculer cette vraisemblance sans pour autant converger vers 0. Et cette astuce, c'est d'utiliser une fonction logarithme. Car rappelez-vous, le logarithme d'un produit, ça nous donne la somme des logarithmes. Donc, si on applique un logarithme à notre fonction vraisemblance, alors on arrête de calculer le produit de nombres qui sont tous inférieurs à 1, et à la place, on fait des additions. C'est quand même bien plus pratique, et vous voyez que le résultat est un nombre plus lisible. Cependant, vous allez peut-être vous dire que le fait d'utiliser ce logarithme déforme tout à notre calcul, et que celui-ci ne veut plus rien dire. Eh bien, rassurez-vous, ça n'est pas le cas. Car, comme la fonction logarithme est une fonction monotone croissante, elle conserve l'ordre de nos termes. Ça signifie que lorsqu'on cherchera le maximum de notre vraisemblance, il nous suffira de chercher le maximum du log de la vraisemblance, et comme vous le voyez sur ce graphique, ça nous retournera le même résultat. Donc, il n'y a pas de problème, on peut utiliser le log de la vraisemblance pour poursuivre nos calculs. Alors c'est parti, on va voir ce que ça nous donne si on développe tout ça. Donc, on va écrire LL pour log likelihood, qui est égal au logarithme du produit pour toutes les données allant de 1 à m des probabilités qui sont retournées par ces données. Alors cette formule, on peut la simplifier. Car je vous le rappelle, le logarithme d'un produit, a, b, ça nous donne la somme des logarithmes. Log de a plus log de b. Or ici, donc, on a un logarithme avec un produit de tout plein de probabilités, et on peut donc le transformer en écrivant que c'est égal à la somme des logarithmes de toutes nos probabilités pour les données allant de 1 à m. Encore une fois, là on peut effectuer une simplification puisqu'on voit que dans ce logarithme, on retrouve un produit. Le produit de a puissance y par 1 moins a puissance 1 moins y. Donc encore une fois, log de AB est égal à log de A plus log de B, ce qui nous donne la somme pour toutes les données allant de 1 à m du logarithme de A puissance Y plus le logarithme de 1 moins A puissance 1 moins Y.
Et cette expression, on peut encore une fois la simplifier en utilisant une dernière propriété des logarithmes, celle comme quoi le log de a puissance y, c'est égal à y fois le log de a. Donc, on va pouvoir faire sortir tous les exposants de nos logarithmes, ce qui va nous donner LL est égal à la somme des y log de a plus 1 moins y log de 1 moins a. Alors maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce que cette expression vous fait penser à quelque chose? Genre, quelque chose qu'on a vu au début de ce chapitre. Eh bien, si vous répondez la fonction log-loss, vous avez raison. Cette fonction ressemble en effet de très près à notre fonction coût, celle qu'on cherche à avoir. La seule différence, c'est qu'il manque le petit facteur moins 1 sur m au début. Mais ça, c'est tout à fait normal. Je vous explique pourquoi. Ce qu'on a fait là, jusqu'à présent, c'était de calculer le log de la vraisemblance. Et je vous le rappelle, une vraisemblance, on cherche à la maximiser pour avoir le meilleur modèle possible, le modèle le plus vraisemblable. Or, en mathématiques, les algorithmes de maximisation, ça n'existe pas vraiment. À la place, on utilise en général des algorithmes de minimisation. Mais ça n'est pas un problème, car maximiser une fonction f de x, ça revient à minimiser la fonction moins f de x. C'est pourquoi, pour maximiser la vraisemblance de notre modèle, on va en fait chercher à minimiser sa fonction négative, d'où la présence d'un facteur moins 1 au début de cette expression. Maintenant, concernant le facteur 1 sur m que l'on retrouve au début de la fonction log-loss, ça, eh bien, c'est juste un petit facteur pour normaliser notre résultat, rien de plus. Et voilà, vous savez désormais d'où vient la fonction coût de log-loss. Elle vient d'un raisonnement mathématique très simple, celui de vouloir maximiser la vraisemblance de notre modèle. Maintenant qu'on dispose de notre fonction coût, on va pouvoir s'en servir pour minimiser les erreurs de notre modèle. Et pour ça, on va utiliser l'algorithme de la descente de gradient. La descente de gradient est l'un des algorithmes d'apprentissage les plus utilisés en machine learning et en deep learning. Il consiste à ajuster les paramètres W et B de façon à minimiser les erreurs du modèle, c'est-à-dire à minimiser la fonction coût. Pour ça, il faut déterminer comment est-ce que cette fonction varie en fonction des différents paramètres. Est-ce que la fonction diminue lorsque un des paramètres W augmente ou l'inverse? Eh bien, pour répondre à cette question, on doit calculer ce qu'on appelle un gradient, ou une dérivée si vous préférez, la dérivée de notre fonction coût. Car je vous le rappelle, en mathématiques, la dérivée d'une fonction, ça nous indique comment est-ce que cette fonction varie. Si la dérivée est négative, ça nous indique que la fonction diminue quand W augmente, et qu'il va donc falloir augmenter W si l'on veut réduire nos erreurs. A l'inverse, si la dérivée est positive, cela indique que la fonction coût augmente quand W augmente, et qu'il faudra donc diminuer W si l'on veut réduire nos erreurs. Pour faire cela, on va utiliser la formule suivante. W est égal à W moins un petit pas positif alpha multiplié par le gradient de la fonction coût, ou si vous préférez, la dérivée partielle de la fonction coût par rapport au paramètre W en question. De cette manière, si le gradient est négatif, alors W va augmenter grâce à notre formule. On voit bien qu'on a W égale W plus quelque chose de positif, donc W augmente. A l'inverse, si le gradient est positif, alors notre formule va faire diminuer la valeur de W, puisqu'on aura W égale W moins quelque chose. Donc W va diminuer. En répétant cette formule en boucle,
On est ainsi capable d'atteindre le minimum de la fonction coût en descendant progressivement sa courbe, d'où le terme de descente de gradient. Tout ce qu'il faut pour que ça marche, c'est que notre fonction soit convexe, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de minimum local sur lequel l'algorithme pourrait rester bloqué. Heureusement pour nous, la fonction log_loss est justement une fonction convexe, comme vous pouvez le voir à l'écran. On peut donc utiliser l'algorithme de la descente de gradient pour entraîner notre neurone. Et c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos en écrivant un code qui implémente les différentes fonctions que l'on a vues aujourd'hui. La fonction linéaire, la fonction sigmoïde, la fonction coût, et pour finir, l'algorithme de la descente de gradient. Seulement, pour implémenter tout ça, il va nous falloir connaître l'expression de ces fameux gradients, ceux qui interviennent dans la descente de gradient. Et à ce titre, ça va être votre exercice de trouver les formules des différents gradients pour la prochaine vidéo. Comme je vous l'ai déjà dit, le plus important pour progresser, c'est de faire des exercices. Alors, ne vous en faites pas, je vais vous donner quelques indices pour vous aider dans cet exercice. Le premier indice, c'est que pour calculer la dérivée partielle d rond L sur d rond W, il va falloir calculer une chaîne de dérivées. La dérivée dL dA, puis dA dZ, et pour finir, dZ dW. Ensuite, deuxième indice, pour calculer la dérivée partielle dA dZ, il va falloir considérer votre fonction sigmoïde comme une fonction composée. H égale G rond F, où G est une fonction qui a x associe 1 sur x, et F est une fonction qui a x associe 1 plus exponentielle de moins x. Et pour finir, troisième indice, je vous rappelle que la dérivée d'une fonction composée, g rond f', c'est égal à g' de f multiplié par f'. Voilà, j'espère que ces trois indices vont vous aider. Voici les réponses que vous êtes censés obtenir à la fin de cet exercice. Mais surtout, ne vous en faites pas si vous ne trouvez pas la réponse ou si vous avez du mal dans cet exercice. Parce qu'en effet, cet exercice est très dur. En tout cas, si vous êtes un débutant. C'est peut-être même un des exercices les plus durs qu'on fera dans cette série de vidéos. Mais je pense qu'il est très important de le faire, d'autant plus que c'est très rare qu'on demande aux gens de faire cet exercice dans les formations en ligne. Aussi, si vous n'y arrivez pas, merci de ne pas vous décourager, de rester motivé. Dites-vous bien que tout le monde a été débutant un jour, même moi, et même les meilleurs d'entre nous. Alors continuez à suivre cette formation, regardez le corrigé qui sera disponible dans la prochaine vidéo, et essayez de refaire cet exercice à l'avenir lorsque vous maîtriserez un petit peu plus le deep learning. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la correction de cet exercice que je ferai en live sur la tablette. Si vous ne voulez pas louper cette prochaine vidéo, je vous invite donc à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Pour finir, j'aimerais conclure cette vidéo en remerciant du fond du cœur tous les gens qui m'ont soutenu sur Tipeee au cours du dernier mois. Leur nom s'affiche en ce moment à l'écran. D'ailleurs, à ce propos, ce mois-ci, vous trouverez une vidéo bonus dans laquelle je vais donner des détails supplémentaires à propos de ce qu'on a vu dans cette vidéo. On verra des choses comme par exemple la démonstration qui prouve que la fonction log_loss est en fait une fonction convexe. Donc ça, c'est pour vous les tipeurs, pour vous remercier de votre soutien. Allez, j'en profite également pour remercier sincèrement tous les gens qui ont partagé la dernière vidéo. Si elle a fait d'excellentes vues, c'est vraiment grâce à vous, donc merci beaucoup. Et merci aussi à tous ceux qui partageront cette vidéo, qui laisseront un like, un commentaire, etc. Voilà, portez-vous bien, faites attention à vous, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.